Bonjour, nous sommes rendus à la 6e et dernière étape du modèle d'action pour le recrutement et la rétention des ressources humaines bilingues évaluées. C'est le point culminant des efforts, c'est le temps de s'arrêter pour faire le point et apprécier les résultats obtenus. Il faut être à la fois fier de ce qu'on a réussi, ouvert à faire des ajustements, des changements et demeurer réaliste en regard des attentes du début. On ne réussit pas nécessairement la première fois à tout coup. Le cadre RH est une approche cyclique. On fait, on apprend, on réajuste et on recommence. Nous savons que le mot évaluation fait un peu peur, il embête, il irrite à l'occasion. Mais ne vous en faites pas, les organisations de santé font déjà de l'évaluation à tous les niveaux. Évaluation de la performance des employés, évaluation d'utilisation des services, évaluation par les organismes réglementaires, Agrément Canada, le Collège des médecins. Dans le contexte de ce webinaire, nous allons mettre l'emphase sur les éléments d'évaluation spécifiques en lien avec le cadre RH et les ressources humaines bilingues. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'évaluation selon les dimensions du système de santé. Nous allons parler d'un outil spécifique, le sondage de satisfaction, et finalement de l'analyse des résultats et la prochaine étape de tout le processus. Alors, l'évaluation permet de faire des améliorations et les ajustements nécessaires, non seulement pour retenir les employés bilingues au sein de l'établissement, mais pour améliorer les processus de recrutement, pour assurer la pertinence, la qualité et la durabilité des services de santé en français. Mais qu'est-ce que l'évaluation? Selon la Société canadienne d'évaluation, l'évaluation est l'appréciation systémique de la conception, de la mise en œuvre et des résultats d'une initiative pour des fins d'apprentissage ou de prise de décision. L'évaluation est aussi une démarche qui vise à émettre un constat sur une situation et à prendre des décisions en regard des objectifs de départ et des finalités de l'action. Alors, on voulait recruter et retenir du personnel bilingue pour répondre aux besoins de la communauté. Est-ce qu'on a réussi à recruter suffisamment de personnel bilingue? Est-ce que ce personnel est resté en place? Est-ce qu'il réussit à donner des services de santé en français? Il y a plusieurs définitions selon les domaines d'intérêt. Mais j'aimerais aussi peut-être mentionner qu'il faut faire un peu qu'entre le français et l'anglais, il y a une certaine différence. En anglais, on utilise deux termes pour parler d'évaluation, assessment and evaluation. Alors qu'en français, on rend le même concept avec un seul terme, évaluation. Certaines fois, on utilise appréciation, mais il n'est pas utilisé de façon oscillage. Alors, qu'est-ce qu'on devrait évaluer? On devrait évaluer les deux, en fait, il y a 4 éléments particuliers. Les 2 premiers sont directement reliés avec le cadre RH, qui constituent nos résultats immédiats, soit le rendement, la charge de travail, les compétences linguistiques, le niveau de stress et la satisfaction du personnel bilingue. Et au niveau organisationnel, l'atteinte des résultats en matière de recrutement et de rétention de personnel bilingue tel qu'établi en début de processus à l'étape planifiée. On devrait aussi évaluer 2 autres éléments qui deviennent les résultats intermédiaires des 2 premiers, soit l'amélioration de l'offre de services en français et le niveau de satisfaction de la clientèle. Il est important d'identifier les éléments sur lesquels on va pouvoir agir, puis on va pouvoir faire des ajustements, et ceux qui sont complètement hors de notre contrôle. Alors, pourquoi devrait-on évaluer? Est-ce que nos efforts, le temps, les ressources financières ont valu la peine? Il faut prendre le temps de s'arrêter pour mesurer les progrès accomplis. Est-ce qu'on se retrouve où on voulait aller? C'est sûr qu'on n'y arrive pas. Ordinairement, on n'y arrive pas nécessairement du premier coup. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut souvent essayer plusieurs fois. Il faut aussi, on évalue pour voir comment on se compare à la situation initiale, c'est-à-dire on avait
pas de ressources humaines maintenant, on a 2, 3 cliniques où on a une ressource humaine bilingue. Comment on se compare par rapport aux autres organisations bilingues? Est-ce que notre taux de rétention est similaire, meilleur ou pire? Est-ce que le processus qu'on a mis en place de recrutement fonctionne bien, donne les résultats attendus? Qu'est-ce qu'on a appris dans notre processus de leçons et d'erreurs? Est-ce qu'on a des points forts sur lesquels, wow, ça a bien fonctionné, ça c'est bien, et d'autres points qui reviennent souvent et qu'on devrait améliorer? Et surtout, dans le processus d'évaluation, on veut identifier clairement les pistes d'amélioration pour aller encore plus loin et obtenir de meilleurs résultats. Maintenant, comment devrait-on évaluer? Quel que soit l'objectif, la démarche et les outils vont varier selon la finalité et les caractéristiques de l'objet ou du domaine évalué. Si on évalue notre efficacité organisationnelle, on va parler entre autres de la grille d'auto-évaluation. Si on veut évaluer le rendement du personnel, on parle de grille d'évaluation, de formulaire d'évaluation. Il y a aussi des questionnaires d'évaluation de formation, d'activités d'amélioration, sondage de satisfaction, groupe focus, entrevue. Alors, pour chaque but d'évaluation, il y a différents outils à utiliser. À titre d'exemple, j'aimerais présenter un exemple qui est dans le fond très récent, l'exemple d'évaluation d'une formation. C'est l'évaluation d'une séance de formation continue, mais qui était donnée en français pour le personnel bilingue et qui était donnée via Télésanté Ontario. Ils avaient un formulaire d'évaluation, ils ont compilé et analysé les évaluations. Voici ce qui ressort. Premièrement, il y a eu un très bon taux de participation, 37 participants, c'était vraiment impressionnant. La formation s'adressait à des travailleurs sociaux ou des gens qui travaillaient dans cet environnement-là. Il y a eu un niveau de satisfaction élevé, entre 83 et 92 % selon les questions. Mais l'évaluation a permis, ou en tout cas la formation et l'évaluation par la suite, permis l'identification de professionnels bilingues dans des lieux ou dans des places où on pensait qu'il n'y en avait pas, ou en tout cas qu'on ne connaissait pas. Alors ça, c'est ce que moi j'appelle un résultat non attendu. Par contre, ils ont regardé les défis qui ont été identifiés par les participants. Premièrement, il y a eu des barrières technologiques d'accès à la formation par OTN, c'est-à-dire que certains endroits qui n'étaient pas dans certains types d'établissements n'ont pas pu accéder à la formation. Ceux qui ont accédé ont eu des défis techniques lors de la diffusion. Ça, vous savez un petit peu, c'est pas toujours évident de se lancer dans les nouvelles technologies et les webinaires. Et l'outil qui a été présenté principalement par l'animateur était un outil en anglais, alors qu'un des buts de la formation était d'introduire une série d'outils bilingues. Alors, les gens ont mentionné ça comme un problème parce qu'ils le connaissaient, cet outil-là, et il y avait moins d'apprentissage. Alors, ce qu'on regarde pour la prochaine fois, alors, on a regardé ce qui était bien, les défis, meilleure promotion de l'activité pour accroître la diffusion et la participation. Ça a valu la peine. On sait maintenant qu'on peut aller chercher beaucoup plus de gens qu'on peut. Améliorer l'accès à la plateforme technologique de formation, puis réduire les problèmes technologiques. Et aussi, mettre l'emphase sur l'outillage en français. Alors ça, c'est un exemple d'évaluation que vous voyez qui est fait vraiment dans le but d'améliorer la qualité et d'aller encore plus loin. Alors, j'aimerais vous faire réfléchir un petit peu sur l'évaluation. Quelles sont les organisations qui vous approchent le plus souvent pour évaluer leur service et votre satisfaction? Aujourd'hui, tout le monde fait de l'évaluation. Mon concessionnaire automobile m'envoie un courriel après une visite. Les développeurs d'applications sur téléphone passent leur temps à me demander d'évaluer leur application. Même encore plus récemment, mon épicerie m'offre une chance de gagner un prix de 1 000 $ si je réponds à un sondage de satisfaction sur le web. Mais est-ce qu'on participe toujours lorsqu'on nous consulte?
pense que lorsqu'on est sensibilisé à l'importance du sujet sur lequel on nous consulte, on va prendre le temps d'y répondre. Récemment, j'ai reçu un courriel me demandant de répondre à un sondage de satisfaction pour un théâtre francophone de la région de Montréal. J'ai hésité, on était allé voir une seule pièce de théâtre là, mais je me suis dit, si on me consulte, c'est que c'est important parce que peut-être cette institution-là a de la difficulté à survivre dans l'ensemble des autres types de divertissements culturels et c'était vraiment un divertissement très francophone. Alors, j'ai pris le temps de répondre. Alors, on va tout au long du reste du webinaire vous parler un peu d'évaluation, de sondage, mais plus dans le contexte de vos organisations de santé. Alors, la mise en place d'un système d'évaluation continue et surtout d'un plan de suivi global des processus de recrutement, de la rétention, est nécessaire pour assurer la qualité et la durabilité des services bilingues et des services en français. On ne peut pas avoir des services en français une journée sur deux parce qu'il n'y a pas suffisamment d'employés bilingues. Alors, dans cette section, nous allons nous attarder aux éléments clés à évaluer en lien avec le cadre RH, mais aussi les modèles des 4 dimensions du système de santé. Nous allons nous intéresser principalement aux éléments qui s'ajoutent à ce que à ce que les organisations font déjà ou qui devraient être peut-être modulés un petit peu. Le but de cette section du webinaire est vraiment de vous offrir une vue d'ensemble afin de vous permettre d'intervenir de façon efficace, au bon niveau et selon vos interlocuteurs qui pourront être plus de l'ordre d'un gestionnaire, d'un directeur, d'un planificateur ou de la clientèle. Alors, en lien avec le cadre RAC, au plan professionnel, on évalue l'individu, son rendement, ses compétences linguistiques, sa charge de travail, sa satisfaction. Ce sont tous des choses dont on a parlé dans les autres webinaires. Au plan organisationnel, on va plus parler de l'atteinte des résultats en matière de recrutement et de rétention. Au plan systémique, on est plus dans l'amélioration de l'accessibilité de l'offre de services. Et au plan communautaire, on est plus dans le niveau de satisfaction de la clientèle francophone. Alors, commençons par l'évaluation au plan professionnel. Ça consiste, c'est les mesures de suivi individuel des employés bilingues par leur gestionnaire. Ça va reposer sur l'évaluation régulière du rendement et de la charge de travail des employés, un suivi attentif du respect des conditions de travail, du niveau de stress qui augmente ou de l'isolement des employés bilingues, la validation du maintien des compétences linguistiques et de la disponibilité de l'utilisation par l'employé des mesures de soutien au travail bilingue. Il va falloir aussi être attentif dans ce travail à cerner les facteurs qui sont de nature individuelle, personnelle, déménagement, mariage, qui soient positifs ou négatifs, versus d'autres facteurs qui sont plus de nature organisationnelle et qui pourraient avoir un impact sur d'autres employés. Par exemple, une exigence démesurée de travail, de charge de travail, le fait qu'un employé bilingue est appelé de façon constante à faire de la traduction. Parce que vous savez, on recrute un employé à la fois, puis on perd un employé à la fois. Alors, la démarche évaluative repose à la fois sur certaines méthodes, les rencontres de suivi individuelles régulières, l'évaluation annuelle de rendement, une entrevue individuelle de départ lorsqu'un employé bilingue quitte, ou de groupes de discussion avec d'autres employés bilingues. On va parler d'indicateurs, taux de roulement, on va parler de collecte et d'analyse de données qualitatives découlant des entrevues de départ ou des groupes de discussion. Alors, on va utiliser tous ces éléments-là pour alimenter notre réflexion, notre évaluation.
Alors, on vous propose une grille d'évaluation des conditions de travail du personnel bilingue. Cette grille, ce questionnaire vise à appuyer les gestionnaires dans l'identification des conditions spécifiques qui peuvent nuire ou contribuer à la rétention du personnel bilingue et à mettre en place des actions visant à améliorer les conditions de travail. Ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est qu'il peut être complété par l'employé et par le gestionnaire et par la suite permettre de mettre de l'avant les réalités et les perceptions de chaque jour. À titre d'exemple, la question 2 dit quelle portion du temps l'employé offre-t-il des services en français, des services en anglais? C'est très intéressant de voir ce que l'employé vit dans son quotidien, sa réalité, et versus ce que le gestionnaire pense de ce côté avant qu'il puisse mettre les éléments en commun. Alors, c'est un outil qui peut être modulé, mais qui est effectivement qui pourrait être très utile pour des gestionnaires d'employés bilingues. Alors, excusez, nous allons passer à l'évaluation au plan organisationnel. On parle alors de l'évaluation du recrutement et de la rétention des ressources humaines bilingues par la direction, les gestionnaires et le personnel des ressources humaines. Je pense qu'il ne faut pas oublier, ou en tout cas, il faut comprendre, selon les organisations, que les ressources humaines jouent un rôle très important, même dans certains endroits encore plus important, où ils ont des responsabilités sur la formation, des responsabilités sur le personnel bénévole, etc. Alors, cette évaluation va reposer sur la collecte, l'analyse et la comparaison des données sur les ressources humaines bilingues et l'accessibilité linguistique. On va parler du nombre d'employés bilingues, du nombre de clients francophones, des données sur l'utilisation des services en français, du nombre de plaintes. On va aussi parler de la revue de l'efficacité des processus de recrutement et des mesures de rétention. Alors, la démarche évaluative va porter sur la revue et l'analyse des statistiques de l'organisation sur le recrutement, la rétention et l'utilisation des services en français. On pourrait utiliser des sondages sur les besoins et le degré de satisfaction des employés bilingues. Aussi, l'évaluation de l'utilisation des compétences linguistiques du personnel bilingue. On a un outil qui est en développement qui pourrait aussi être utile pour comprendre mieux dans quelle situation et comment les employés bilingues utilisent une langue ou l'autre. Alors, les indicateurs, on va parler de taux de roulement du personnel en général versus le taux de roulement du personnel bilingue, le nombre d'employés bilingues par catégorie d'emploi, le nombre et le taux de participation aux formations linguistiques et aux formations continues en français. Alors, tous ces éléments vont permettre d'identifier à la fois des facteurs qui sont communs et des éléments qui ont vraiment un impact beaucoup plus large. Alors, un exemple au niveau de données, d'analyse des données au niveau organisationnel, c'est un sondage du réseau Horizon, Nouveau-Brunswick, qui est un sondage sur l'expérience des soins aigus d'Horizon, soins médicaux et chirurgicaux. On est allé regarder l'équité basée sur le choix de la langue de service. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est de voir qu'il y a une comparaison entre plusieurs années. On est capable de voir l'évolution des données. C'est important aussi d'analyser toujours les résultats avec prudence, parce que lorsqu'on commence un processus de collecte des données, l'année 1 est toujours une année qu'on doit regarder avec prudence. À titre d'exemple, je ne connais pas les données. L'année 1, qui était 2013, on avait pour les francophones une équité qui était seulement à 28 %. Elle est passée dans les années subséquentes à 41, 46, 52 pour se stabiliser là, pour l'année 14-15 à 46,1. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est passé de 28,1 à 46?
Est-ce qu'on avait des nouvelles mesures de recrutement? Est-ce qu'on a eu un programme particulier? Alors, les données sont importantes. On va parler un petit peu plus tard de, de comment on analyse et comment on regarde les rapports qui sont produits. Mais bravo à Horizon de faire cette collecte d'informations-là, de la publier parce qu'on l'a trouvé simplement sur le site web du réseau Horizon. Ce qu'on peut retenir, cependant, c'est qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les francophones du Nouveau-Brunswick aient un accès équivalent et équitable aux services de santé en français comparativement à la population de langue anglaise. Alors, nous allons passer à l'évaluation au plan plus global, systémique. On parle alors d'évaluation de l'offre de services en français qui va se faire ordinairement par la haute direction, la direction avec les autorités régionales puis d'autres parties prenantes. Ça va reposer sur l'identification du personnel bilingue, l'identification de la langue de la clientèle. Ça va reposer sur la planification au niveau local, régional en matière de services en français et sur la récension et la coordination des services en français. On sort un peu du cadre pur de RH, mais on commence à évaluer des résultats intermédiaires au cadre RH. Alors, la démarche évaluative, les méthodes, on va parler d'évaluation des compétences linguistiques du personnel, des consultations sur les besoins prioritaires des francophones, on va parler de comité ou groupe consultatif sur les services en français. Parmi les indicateurs, nombre d'employés bilingues par catégorie d'emploi et type de service. On a un niveau plus de planification. Services disponibles en français, services disponibles en français dans le continuum. Nombre de plaintes sur l'accessibilité linguistique. Alors, à titre d'exemple, une bonne pratique, l'outil de désignation du réseau des services de santé en français de l'Ontario, qui représente en fait une approche intégrée d'information sur les services en français, incluant un exercice de recension des services afin de permettre une coordination des services au niveau régional. Alors, j'invite M. Jean-François Pagé, qui est chef des opérations au réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, de vous en parler un peu plus longuement. Alors, finalement, nous allons parler de l'évaluation au plan communautaire. Ça consiste en l'appréciation, la capacité de l'organisation à répondre aux besoins de la clientèle francophone. Ça va reposer sur la qualité et l'efficacité des services bilingues offerts à la clientèle francophone, sur l'utilisation des services en français par les francophones, et ça va beaucoup toucher l'engagement communautaire, tel qu'on a discuté dans les autres webinaires. Parmi les méthodes pour faire la démarche évaluative, on va parler de sondage de satisfaction avec des questions en français, on va parler de programmes de patients conseillers, de groupes de discussion, on va parler de représentation au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire un membre ou plusieurs membres au niveau du CA. Parmi les indicateurs, taux de satisfaction de la communauté francophone, taux de satisfaction relatif à l'accessibilité linguistique, taux de participation de la communauté francophone aux activités, aux sondages et autres, et l'analyse qualitative des plaintes sur l'accessibilité linguistique. Alors, à titre d'exemple, voici deux exemples, deux façons. L'Horizon Nord, Santé Nord à Sudbury a développé un pamphlet sur les relations avec les patients. Ce pamphlet est disponible en français. Il va parler de la satisfaction, il va parler aussi du processus des plaintes. Mais je trouvais aussi intéressant, puis innovateur, faisant preuve d'ouverture à l'hôpital Saint-Boniface, contribuer à l'amélioration. Dites-nous ce qui compte pour vous et votre famille avec un numéro de téléphone à appeler, ce qui est une approche très directe et intéressante. Puis, je pense que c'est important comme individu, comme communauté,
de s'exprimer. Parce que le système de santé, c'est une grande bureaucratie professionnelle avec plusieurs silos, on en a parlé souvent. Et c'est pas toujours facile de s'assurer que les enjeux des individus se rendent aux bonnes places. Puis, à titre, je vais vous donner un exemple. J'ai un membre de ma famille qui a subi une chirurgie récemment. Cette chirurgie-là n'affectait pas sa vie. Elle n'était pas au niveau de dangerosité, mais affectait sa qualité de vie. Sa chirurgie a été remise 7 fois. 7 fois. Parmi celles-ci, quelquefois, c'était seulement, on l'appelait, votre chirurgie va être cédulée tel jour, puis la veille, on l'appelait pour la remettre. À d'autres reprises, elle se rendait à l'hôpital, elle avait fait tous les arrangements de congé avec son employeur, son conjoint l'accompagnait, elle a été préparée, puis une demi-heure avant sa chirurgie, on lui disait que la chirurgie était cancellée. À un moment donné, elle a commencé à dire, bien là, moi, je vais faire une plainte, ça n'a pas d'allure. Je vis un niveau de stress qui n'est pas acceptable. Oups! Tout à coup, elle a bougé un petit peu plus. Le chirurgien est venu la voir. Elle a finalement eu sa chirurgie. Et lors de sa chirurgie, le chirurgien lui a dit, oui, on sait que vous vouliez vous plaindre. Puis parce que vous vous êtes plaint, en fait, elle ne s'était pas rendue à la plainte, mais juste de dire qu'elle voulait se plaindre. Le centre hospitalier a modifié ses procédures. Depuis l'événement avec ce membre de ma famille, la politique est que si quelqu'un est cancellé 3 fois, elle devient prioritaire et elle doit passer la prochaine fois. Alors, souvent, cette évaluation-là, c'est important de le faire au bon moment pour améliorer la situation. Alors, on va parler du sondage de satisfaction. On sait que le sondage de satisfaction est un outil essentiel du système d'évaluation d'une organisation de santé ou en fait de toute organisation telle qu'on en a parlé tantôt. À quoi sert-il vraiment? Un sondage vise à enrichir les connaissances de l'organisation parce que l'organisation, c'est une grosse affaire, elle n'entend pas chaque membre. Alors, ça enrichit ses connaissances, à mesurer les effets des actions qu'elle a engagées, des actions qu'elle a mises en place, à prendre de meilleures décisions sur la base des réponses qu'elle va obtenir pour éventuellement améliorer la satisfaction à la fois des employés et de la clientèle. Mais à long terme, le but ultime est vraiment d'améliorer l'état de santé de la population francophone. La satisfaction est vraiment le premier pas vers la fidélité. Si vous êtes satisfait avec une organisation, vous allez 2 choses. Vous allez y retourner, vous allez être plus compréhensif si certaines fois il y a des petits problèmes. Alors, mener un sondage ou une enquête, c'est utile pour éclairer sur les axes qui vous intéressent à ce moment donné. Alors, quels sont les groupes qui ordinairement vont faire l'objet des sondages de satisfaction dans le contexte des organisations de santé et un peu de notre dossier de ressources humaines bilingues? On va parler des employés. L'organisation est intéressée à connaître les besoins et les attentes. On va parler de la clientèle directe, celle qui consomme les services de cette organisation-là. On veut connaître les attentes et le niveau de satisfaction, un petit peu dans l'exemple que je vous ai donné tantôt. On va parler aussi des étudiants et stagiaires, là, tout particulièrement francophones. On veut connaître leurs attentes et le niveau de satisfaction de la formation ou du stage qu'ils ont fait. Et plus largement, la population, connaître ses besoins et ses attentes en matière de services de santé en français. Alors, voici un exemple d'analyse d'un sondage des employés. Moi, je le trouve très intéressant parce que, premièrement, c'est un sondage qui est modulé de 0 à 10. Alors, c'est quand même un axe de modulation assez large qui permet d'aller chercher là, des variations. C'est important de
pas faire des sondages de satisfaction où on vous dit c'est très bien, puis c'est mauvais. Il faut qu'il y ait une possibilité pour les gens de moduler autant en positif qu'en négatif. Ce qui est intéressant de ce sondage-là, dans le contexte de ce qu'on fait aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a ils ont mis là, des drapeaux verts, ça va bien, les drapeaux jaunes, attention, les drapeaux rouges. Les drapeaux verts, vous avez, les employés sont intéressés à ce travail-là. Le temps de travail, c'est correct, c'est acceptable. Ils sont satisfaits comment ils ont été pris en charge. Oups. Par la suite, la communication interne, c'est moins bon. Satisfaction face à la formation professionnelle, oups, c'est moins bon. Mais là, en plus, on n'aime pas la rémunération et on n'est pas satisfait de l'évolution professionnelle. Moi, si je regardais ça à froid, je me dirais, oups, c'est une place où ils ont recruté des gens pour faire un travail qui était intéressant, mais je ne suis pas certaine qu'ils vont réussir à retenir les employés qu'ils ont recrutés parce que non seulement la rémunération ils ne sont pas très satisfaits de la rémunération, mais les chances de progression ne sont pas grandes, la formation n'est pas super, puis la communication interne n'est pas super. Alors, voyez-vous, c'est une façon d'analyser, mais c'est important de le faire pour pouvoir voir où on va faire les ajustements. C'est clair qu'il y a des ajustements à faire à cet endroit-là. Alors, quand on parle de sondage de satisfaction en contexte minoritaire, il y a quelques petits éléments de plus auxquels il faut porter attention. Moi, j'aimerais vous dire la première chose, puis ça, c'est valable pour tous les sondages, c'est peut-être la citation « The most serious mistakes are not being made as a result of wrong answers ». Ce n'est pas les réponses qui sont mauvaises. « The truly dangerous thing is asking the wrong question ». La façon dont les questions sont formulées, ça doit être clair et non biaisé. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on remplit un questionnaire puis qu'on lit, là, on voit là, exactement où ils veulent nous amener par la formulation des questions. C'est vraiment pas une bonne façon d'évaluation. Le sondage doit être aussi disponible en français. Au minimum, il doit y avoir une partie du sondage en français, mais je dirais, idéalement, le sondage doit être disponible en français pour que les francophones soient plus intéressés. Il doit y avoir des dispositions particulières pour rejoindre la communauté francophone et l'inciter à participer. Ce n'est pas toujours les mêmes façons de faire que la communauté anglophone majoritaire qui, elle, est présente en nombre suffisant partout. Pour pouvoir avoir une bonne idée de la communauté francophone, il faut souvent aller la chercher. Et le rapport doit aussi être disponible en français, au minimum un sommaire exécutif en français. D'un autre côté, il faut aussi être conscient de la fatigue communautaire. Il ne faut pas non plus sursonder les mêmes personnes. Ce qui arrive, c'est quand on fait des sondages auprès d'une grande communauté, de la communauté majoritaire, il y a plein de gens qui vont répondre et on va savoir, on va avoir une bonne idée. Mais souvent, quand on veut savoir, on va avoir les impressions ou les perceptions de la communauté francophone, on finit toujours par ressonder les mêmes personnes. Alors, je pense qu'il faut être sensible à ça parce qu'à un moment donné, les gens ne répondent plus, puis on ne va pas du tout dans le sens où on voulait aller. Alors, on va parler un peu brièvement d'analyse des résultats puis des prochaines étapes, mais il n'y a pas vraiment de volonté de progrès sans volonté de mesure. Comme vous voyez, comme on a parlé, il faut prendre le temps de mesurer. Il y a des choses qui sont qualitatives, mais c'est important d'avoir des données quantitatives. Et ça, c'est un des grands défis de tout le dossier de la santé en français depuis le début. Mais je pense qu'on progresse, on s'en va dans la bonne direction. Alors, que faire avec les informations qui sont issues de l'évaluation? Il faut premièrement analyser et valider les données.
faut en premier, parce que lorsqu'on a des données, ça ne veut pas dire parce qu'on a recueilli des données, qu'on a fait un questionnaire, qu'on a dit que tout est parfait. Il y a souvent, fréquemment, surtout quand on commence un processus, il peut y avoir des problèmes de données. Une des bonnes façons de le faire, c'est de partager les premières informations avec les parties prenantes. Voici ce qu'on a recueilli. Voici ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ça, c'est possible. Non, ça, c'est vraiment pas possible. Écoutez, dans une vie antérieure, j'ai été responsable du bureau d'information à l'Hôpital général de Montréal, puis au Centre universitaire de santé McGill, puis on amenait de l'information issue de différents systèmes d'information clinique à la direction. C'était toujours ma grande crainte qui était d'amener une mauvaise information. Je scrutais les rapports, je les relisais parce que souvent, on appelait ça un outlier, une donnée qui est complètement dans un autre sens, il faut la questionner. Une fois qu'on a communiqué, qu'on est sûr que nos données, bien là, ça nous amène à ce moment-là à les partager avec d'autres parties prenantes, des parties qui vont prendre des décisions et prendre les décisions, faire les changements qui s'imposent, améliorer les processus, puis recommencer le processus cyclique après la mise en œuvre de nouvelles activités. Alors, c'est un domaine très intéressant, mais il faut pas hésiter à poser des questions sur les données. C'est jamais, ordinairement, c'est jamais une mauvaise volonté, c'est tout simplement, c'est des systèmes, c'est des humains qui rendent l'information. Puis, il est possible que si une donnée nous semble vraiment problématique, mais on va la re-questionner, on retourne à la base. Puis là, si vraiment elle tient, bien là, on se pose des questions. Alors, c'est tout un domaine vraiment, c'est un domaine d'expertise. Les organisations de santé ont des experts aussi dans ce domaine-là. Alors, je pense qu'on peut travailler avec eux à obtenir des informations qui vont nous permettre de dire est-ce que ça a bien fonctionné et où est-ce qu'on s'en va à partir de maintenant. Peuvent jouer les réseaux dans tout ce processus-là. C'est sûr que de façon générale, ce ne sont pas les réseaux qui vont faire l'évaluation, mais vous avez participé à tout le processus. Alors, vous pouvez encourager et accompagner les organisations de santé dans leur démarche d'évaluation ou dans leur processus d'évaluation. Vous pouvez faciliter les liens avec la communauté francophone, avec des groupes pour les aider à mettre en place un groupe focus, par exemple. Vous pouvez célébrer les succès en regard des ressources humaines bilingues, même les plus petits. Vous pouvez faire la promotion des données qui ont été issues de l'évaluation, surtout les données qui permettent d'encourager les gens à aller encore plus loin. Vous pouvez partager vos outils et vos bonnes pratiques. Un peu, aujourd'hui, en faisant ce webinaire-là, on essaie toujours d'aller trouver des exemples qui viennent d'un peu partout. Puis des fois, on découvre de belles perles. C'est toujours encourageant. Il ne faut jamais oublier que le but de l'évaluation, c'est d'améliorer la qualité, pas de juger la qualité. Alors, je pense que si on garde ça en tête, on est toujours dans une perspective positive. En conclusion, il ne faut pas craindre de s'évaluer si on veut s'améliorer. Toute démarche d'évaluation, même la plus simple, constitue un pas en avant. Se poser des questions, c'est déjà amorcer l'évaluation. Pour assurer le succès du recrutement et de la rétention du personnel bilingue, l'évaluation doit inclure les employés eux-mêmes, la planification, les mesures de rétention. D'un autre côté, pour améliorer l'offre de services en français, l'évaluation doit porter plus largement sur l'accessibilité linguistique et la satisfaction de la clientèle francophone. Quelles que soient nos méthodes ou nos façons, ce qui est important, qu'on doit toujours redire, c'est que l'organisation doit envoyer un message clair que le bilinguisme est une compétence importante et valorisée. Alors, la prochaine étape va être la session d'appropriation qui va avoir lieu à Winnipeg le 22 février 2017. Nous vous encourageons à
voir ou à revoir les webinaires que vous auriez soit manqués ou pour lesquels vous avez des éléments d'intérêt particuliers. Le facteur clé de ce webinaire est évaluer en continu la charge de travail, la satisfaction des employés et de la clientèle. Et de mon côté, je tiens à vous remercier énormément de votre attention tout au long de ces webinaires, que ce soit seulement de façon orale ou orale et visuelle. Alors, merci beaucoup.